Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Devenir un Superlad. Coach Caleb, ici cofondateur des Superlad avec Samuel Baudry qui est multi-entrepreneur qui a commencé. En fait, je pense que tu vas nous parler un peu de ton histoire, mais depuis le temps que tu te suis, tu avais un gym, tu as fait des éloges sur des stages de bodybuilding, je ne me trompe pas également par le passé dans le temps. Ensuite, ça, tu es devenu propriétaire fondateur d'une compagnie de boissons énergisante, Nootropics, qu'on va parler aujourd'hui, bien évidemment. Le but du podcast, comme je l'explique souvent, devenir un Superlad veut simplement dire de s'entraider en tant que père de famille pour parler du bon côté des choses, mais également du moins bon côté des choses, de la parentalité, des défis qu'on peut rencontrer, afin d'être capable de s'équiper, s'entraider, s'inspirer pour devenir des meilleurs pères de famille pour la prochaine génération. Donc, Samuel, un gros merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est bien apprécié. Merci pour l'invitation. Yes. Puis, écoute, tu as un propre podcast, toi également. J'aimerais que tu... Première question pour toi. Qu'est-ce qui, de ton point de vue, est un sujet qui n'est pas assez discuté de nos jours? Je pense qu'en général, les hommes, peu importe la génération, on est encore un petit peu... des fois, le classique statut du mâle qui ne veut pas nécessairement montrer ses émotions. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est très, très proche de mes émotions puis qui n'a pas trop peur, justement, d'en parler. Fait que mon podcast a été une espèce de tremplin, justement, vers raconter des histoires atypiques. Puis ça vient avec de l'émotion, ça vient avec, justement, briser certaines barrières que je trouve que les hommes, on a souvent, autant hommes que femmes, mais je pense que les hommes, on a certains tabous, certaines choses qu'on ne veut pas parler par peur d'avoir l'air, des fois, soit plus faible ou même nos erreurs du passé, comme on va en parler tantôt de mon côté. Souvent, on aime ça se cacher derrière des boucliers de comme tout est parfait, tout va bien, tout est beau. Mais il y a beaucoup de complexité à la vie de tous les jours. Il y a beaucoup d'intensité dans la vie. Fait que moi, je pense juste quelqu'un qui prône beaucoup l'authenticité, qui prône beaucoup la transparence. Puis je pense que ça se marie bien avec 2026, avec les gens sur les réseaux comme ça. Fait que pour moi, il n'y a pas de sujet qu'on ne doit pas aborder. Pour moi, c'est un grand livre ouvert dans la vie de tous les jours. Puis à travers mon podcast puis la création de contenu que je fais au quotidien, c'est d'essayer de rendre ça plus accessible aussi. C'est juste, soyez vous-même, parlez comme vous êtes, parlez de vos erreurs. Puis les gens qui embrace ça puis qui s'attachent à qui vous êtes, c'est les meilleures personnes avec qui on peut être justement dans notre entourage. C'est vraiment nice de t'entendre parler de cette manière-là. Puis j'ai comme l'impression que c'est pas qu'est-ce que la génération de nos parents, pas la manière qu'ils voyaient ça. C'est un. Puis il y a tout le temps, dans le fond, un retour du balancier. C'est quand on va trop à gauche, on retourne tout le temps trop à droite, puis c'est tout le temps à gauche-droite, ainsi de suite. Puis c'est difficile d'être capable de pouvoir trouver un juste milieu là-dedans. Je pense qu'à travers le fait de communiquer et de parler ouvertement sur certaines situations, comme on le fait présentement, peut clairement nous aider. J'aimerais, en fait, puis je le dis souvent, moi, personnellement, je considère que je suis devenu la personne que je suis devenu ou que je suis aujourd'hui, basé sur les expériences de vie que j'ai rencontrées, les adversités que j'ai rencontrées. Je sais que tu as un parcours quand même très atypique au début de ta vie qui a été relativement difficile. On pourrait rentrer là-dedans, mais j'aimerais, avant même qu'on se lance là-dedans, qu'on parle d'avant ça, de comment est-ce que ta relation avec tes parents, avec ton entourage, t'a apporté, en fait, à prendre le chemin, la trajectoire de vie que tu as pris dans le début de ta vie. Je te dirais, moi, je viens d'une famille vraiment comme classe moyenne. Ma mère était gardienne de prison, mon père était en foyer de groupe pour jeunes délinquants. Je veux dire, on a eu un modèle familial très typique. J'ai 4 frères et sœurs, 3 plus jeunes, une grande sœur un peu plus vieille. Au final, ma vie de jeunesse a été très, très bien. Puis moi, je viens du Nord. Fait que je viens de Saint-Hippolyte, très, très loin dans le Nord. Fait que j'ai eu une jeunesse où est-ce que la famille, c'était probablement tout ce que j'avais, dans le sens où, oui, des amis d'école, mais trop loin pour s'y rendre quand tu n'as pas de véhicule, justement quand tu es trop jeune. Fait que beaucoup de petites vidéos qu'on faisait avec les frères et sœurs, de petits scénarios, de play pretend. Fait que ma jeunesse, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à mettre là-dessus, dans le sens où, très typique, dans le sport, un gars performant à l'école, un gars qui pensait savoir où ce qui s'en allait, dans le sens où la seule chose que je pensais, c'était comptabilité, gestion au cégep. Pourquoi? Aucune idée à ce moment-là, mais moi, dans ma tête, dans ma vie, j'allais être un boss. J'allais avoir des business, puis je ne savais même pas dans quoi je m'en allais, mais je savais que la gestion et l'entrepreneuriat était quelque chose que j'allais probablement aimer de ce côté-là. Puis comme je le disais, j'étais quand même performant à l'école aussi. Pas de pression familiale, pas de comment il faut que tu performes, mais je pense que j'étais quelqu'un qui était là-dedans probablement de nature. Dans la performance, je voulais performer, j'étais très mauvais perdant. Puis de là, je n'ai pas aucun modèle de pourquoi je l'étais. Mes parents n'étaient pas des gens qui mon père boudait s'il perdait un jeu. J'avais pas ce modèle-là. Je pense que c'était juste en moi, tout simplement. Fait que ma jeunesse a très, très bien été. Puis je pense que
sûrement de traits de caractère que je ne connaissais pas encore à ce moment-là, de par l'immaturité, que par peut-être justement le fait d'avoir été très loin dans les bois pendant longtemps. Je me suis comme un petit peu rebellé, rendu 17 ans quand j'ai eu ma première voiture. Puis c'est là que j'ai pratiquement tout fait en dedans de 17 à 20 ans. J'ai tout cumulé les erreurs. Fait qu'autant conduire en boisson, le party, les filles, la drogue, énormément de mauvaises décisions très, très jeunes qui, veut pas, si tu veux qu'on l'aborde dès maintenant, m'ont ramené, on a parlé du retour du balancier tantôt, j'en ai eu un assez bon avec un passage en prison par la suite. Fait que ça a été assez intense, assez rapidement, de par une multitude de mauvaises prises de décisions qui, veut pas, m'ont amené à avoir des bonnes conséquences. En rétrospective, en regardant ça, as-tu été victime de ton environnement, le simple fait que tu étais aussi loin que tu n'as pas pu le voir, peut-être que dans ce temps-là, les médias sociaux n'étaient pas aussi puissants qu'ils le sont présentement, ou est-ce qu'on est capable de voir que certains gestes, certaines actions peuvent nous apporter des répercussions? Tu sais, on le voit là, aux États-Unis aujourd'hui, on le voit dans les grandes villes. Je viens de Sherbrooke, dans une petite ville. Pour moi, je me disais, même si, comme toi, je vais chauffer chaud, je vais faire des drogues, peu importe, ça ne va jamais m'arriver. Le pire ne peut pas m'arriver. Exact. Est-ce que pour toi, tu as été un peu victime de l'environnement dans lequel tu étais? Je pense pas que c'est en raison de l'environnement dans lequel j'étais. Je pense que c'est vraiment des traits de caractère que je suis un gars qui, je pense, dans la vie, doit faire des erreurs. Je suis quelqu'un de quand même téméraire, puis pas téméraire d'aller en ski à 200 km/h, puis j'ai peur de la mort. J'ai des choses comme ça que je suis un gars qui a le vertige. Fait que j'ai pas téméraire dans ces choses-là. Je suis téméraire dans des décisions comme ça qui est comme je pense que j'ai besoin d'avoir des claques d'en face pour apprendre de ça parce qu'une une de mes qualités contraires à tout ça, c'est que j'apprends rapidement de mes erreurs aussi. Fait que je pense juste qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'expérimenter des choses. Puis c'est ce que je dis souvent même à d'autres, des fois des familles qui me demandent conseils pour leurs enfants qui sont un peu dans la délinquance et autres. Puis il y a des jeunes qui peuvent être sauvés par des discussions, par être un parent présent, par être quelqu'un qui va juste porter l'oreille attentive à ses enfants. Puis moi, j'avais tout ça dans le foyer. Là, je veux dire, j'avais tout ce que j'avais besoin pour bien virer. D'un autre côté, je pense que dans mes traits de personnalité, je suis né avec ça. De mon côté, j'avais besoin de faire ces erreurs-là pour apprendre. Puis j'ai mis ma vie en danger plusieurs fois. Là. La réalité, c'est que je suis chanceux d'être encore en vie aujourd'hui puis d'avoir pu justement changer ces décisions-là dans le futur. Mais définitivement, comme tu l'as dit tantôt, la personne que je suis aujourd'hui ne serait pas si je n'avais pas fait l'ensemble de ces erreurs-là dans le passé. Donc, c'était nécessaire et même que je remercie de les avoir fait parce que je me sens être une bonne personne beaucoup plus équilibrée aujourd'hui. Mais de tout ça vient l'ensemble du déséquilibre que j'ai vécu étant jeune. Ouais. Puis tes parents, là, tu parlais tantôt, puis c'est quand même assez ironique que tes parents étaient gardiens de prison puis travaillaient dans un centre de délinquance. Ouais. Comment ils ont vécu ça, eux autres? Assez difficilement, dans le sens où mes parents ont rapidement mis un certain modèle de mon côté, où est-ce que j'étais le plus vieux de mes frères. Tu sais, ma soeur était déjà partie de la maison depuis très longtemps. Donc, j'avais un certain modèle dans la maison. Le premier garçon, le plus vieux, performe bien, sportif, tu sais, fait beaucoup de choses. Fait que je me suis fait mettre un peu sur un piédestal assez rapidement. Puis autant que c'est le fun d'avoir justement ses parents de son côté, de ce côté-là, l'ensemble des choses que je faisais qui n'avaient absolument aucune idée, tout est arrivé en même temps. Tu sais, comme lorsque ils ont appris que j'ai été arrêté, puis que là, bon, les procédures commencent, etc., mais d'un coup, ils se rendent compte que, comme, OK, le fils supposément parfait, un peu qu'ils pensent qu'ils ont, ben, c'est vraiment pas ça au final. Là. Il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas, puis c'est là que moi aussi, j'ai été honnête, puis j'ai raconté beaucoup de choses à mes parents. Fait que je pense que ça a été une claque d'en face des deux côtés. Moi, c'est la claque de t'es pas dans le bon environnement, t'es pas avec les bonnes personnes, tu prends pas des bonnes décisions. C'est une grosse claque de juste t'es pas à la bonne place dans la vie où est-ce que tu devrais être présentement. Puis mes parents, ça a été la claque de est-ce que nous, on a fait des mauvais choix? Est-ce que nous, on n'a pas été assez présents pour lui? Est-ce que nous, on l'a trop mis sur un piédestal, puis on n'a pas justement peut-être regardé certains signaux des fois que des jeunes peuvent envoyer? Mais je pense que j'étais cachottier. J'étais un gars qui a fait beaucoup de théâtre, donc probablement que le mensonge, malheureusement, était très bien contrôlé de mon côté aussi. Encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est réservé, ce qui veut dire que oui, j'ai une grande gueule, puis oui, je parle beaucoup, puis oui, je pense être authentique dans ce que je fais. Mais j'ai mes petits jardins de mon côté aussi, puis je pense être bon pour garder les choses pour moi dans certaines optiques. Donc, à ce moment-là,
ça a été une énorme claque pour eux de dire, OK, moi, tous les jours, je suis de ce côté-là des barreaux. Puis là, techniquement, demain, mon garçon va être de l'autre côté. Fait qu'il y a comme beaucoup de nuances là-dedans qui sont venues, mais je vous dirais, j'ai eu le support que j'avais besoin de mes parents suivant justement toutes ces erreurs-là qui s'est passées, suivant l'incarcération, mes parents ont beaucoup été là pour moi. Ça a changé la relation à jamais, je pense, mais ça l'a amené dans une autre voie que je pense qui est encore plus... C'est plus sain aujourd'hui comme relation avec mes parents aussi. Super. Puis, quelle place est-ce que par la suite l'entraînement, l'alimentation, tu sais, en fait, peux-tu nous parler un peu de tes périples en bodybuilding? T'as-tu fait du stage, ainsi de suite? Puis qu'est-ce qui t'a apporté dans cette direction-là? Moi, techniquement, tout a été un petit peu comme en même temps. Ce qui veut dire, j'ai rapidement lâché le cégep par échec. J'étais dans une passe de party. J'avais jamais connu l'échec de ma vie. Je connais l'échec back-to-back à travers des cours parce que je suis juste vraiment pas là. Puis techniquement, ben, par ego, je fais juste abandonner le cégep parce que je me dis, ben, c'est pas pour moi. J'aime pas ça, j'aime pas étudier, je veux performer, c'est pas là que je vais me retrouver. Puis la seule chose que j'aimais, si tu me demandes c'est quoi ma passion à 17-18 ans, c'était l'entraînement. C'était de m'entraîner, je voulais faire des compétitions. Puis l'univers du fitness, pour moi, est excessivement positif et beau, t'amène de la discipline, t'amène beaucoup de choses. Mais il y a un dark side, je veux pas, à tout ça, qui peut être dans le bodybuilding. Puis je l'ai connu très jeune. Parce que, comme je l'ai dit, je suis un gars qui aime tester mes limites, qui aime se faire des erreurs puis apprendre de tout ça. Mais à ce moment-là, ben, c'était compétition, stéroïdes, peut-être mauvaise fréquentation. Puis tout ça est venu mélanger un petit peu le pourquoi j'ai été incarcéré. C'est que j'ai commencé justement à avoir des mauvaises fréquentations. J'ai commencé à me tenir des gens plus vieux, des gens que j'idolâtrais pour des choses très, très visuelles et superficielles. Fait que des physiques très impressionnants, à mon avis, de l'argent, des femmes, des voitures, des choses que, en rétrospection, aujourd'hui, je suis zéro dans cette optique-là. Oui, je prends soin de moi, mais je n'ai pas besoin d'être le type de personne que j'idolâtrais à ce moment-là, au final. Fait que l'entraînement était déjà vraiment fondamentalement là dans ma vie. Je m'entraînais, je coachais des gens, j'avais des formations, j'avais lancé ma petite business que je venais juste de commencer. Mais à travers ça, c'est là que je me suis tenu avec les mauvaises personnes. Puis l'histoire complète, techniquement, c'est que j'ai commencé à vendre des stéroïdes. Fait que moi, j'en consommais, des clients venaient me voir, donc de mon côté aussi, je leur en donnais. Puis sans le savoir, j'ai fait rentrer dans mon entreprise, justement, un client qui en voulait régulièrement, puis qui m'en demandait, puis qui m'en demandait, puis il voulait faire une compétition. Puis tranquillement, pas vite, cette personne-là commençait à me demander pour avoir un petit peu plus. Donc, on parle de drogue, on parle tout du genre, puis j'étais comme, ben moi, je suis pas un consommateur, là. Je dis, je peux pas t'en avoir. Puis ça a duré des mois et des mois et des mois. On a vraiment développé une relation avec cette personne-là qui était mon client depuis longtemps et pratiquement rendu un ami. Et les personnes avec qui je me tenais ont commencé, eux, à faire des petites activités extra, un peu moins légales. Et je me suis ramassé à avoir possession de certaines choses pour garder des choses chez moi. Et quand j'ai vu que c'était de la drogue, j'ai moi-même recontacté ce client-là pour lui dire, hey, en veux-tu toujours? Je peux en avoir pour toi. Donc, il y a une transaction qui s'est faite. Et le lendemain, ça a été policier, fourgon, enquêteur. Tout le monde est venu chez nous parce que ce client-là était en fait un agent double qui tentait de démanteler un réseau dans lequel j'étais sans même le savoir au final. Et ben, la personne qui s'est fait pogner dans le réseau complet, c'était moi. Donc, je suis devenu un peu, en ne voulant pas délater qui que ce soit, une tête de réseau. Et j'ai eu, bon, l'ensemble des accusations qu'on ne peut pas avoir dans un tel dossier. Et par la suite, bon, après 2 ans de procédure, j'ai été incarcéré. J'ai eu 10 mois de prison que je suis sorti après seulement un 6e. Mais pour dire que l'entraînement a autant été la chose qui m'a fait découvrir qui j'étais, qui m'a fait trouver justement cette passion-là pour l'entraînement, pour le fitness, qui a été aussi malheureusement le démarrage de cette vague de mauvaises décisions-là par les mauvaises fréquentations que des fois ce milieu-là peut apporter. Fait que c'est un petit peu ça le scénario qui s'est passé. Puis bon, ben par la suite, il n'y a que du positif qu'on peut sortir par la suite. Mais ça a été quand même le plus gros événement de ma vie à ce moment-là qui a juste complètement chamboulé qui j'étais, où je m'en allais, les décisions que je prenais, parce que j'avais déjà fait des compétitions, quelques-unes qui avaient été comme une envie de monter sur un stage. Puis mais tout ça, pour moi, fait comme, oui, partie de mon histoire, mais vraiment 0,1%. Ça a été comme une passe où est-ce que
il y avait tellement de mauvaises décisions en arrière que les gens ne savaient même pas. Puis par la suite, ben, tout ça a un petit peu pris les oubliettes. Parce qu'être incarcéré, être pris pour justement, être pris pour un détenu, pour un criminel, pour avoir un dossier, tout ça, quand ta mère, justement, est gardienne, ton père est ça, comme ça vient malheureusement effacer beaucoup de bons coups ou de bonne volonté que tu pouvais avoir dans les dernières années. Fait que c'est une grosse partie de mon histoire, mais qui s'est passée en un si court laps de temps. Mais on dirait que c'est 2-3 années que j'en ai vécu 20, on dirait là-dedans. Puis, tu as tendance, en fait, à être très authentique, transparent, comme tu l'as dit tantôt, sur les médias sociaux face aux adversaires que tu rencontres. Je te suis avec ta brand Mindblow, puis tu en as rencontré plusieurs adversités à ce niveau-là. Plusieurs ont le réflexe, lorsqu'ils rencontrent des problèmes, lorsqu'ils ont des échecs, des erreurs, de se renfermer sur eux-mêmes, de ne pas en parler, de mettre ça en dessous du tapis. Tu as été incarcéré, tu as eu des problèmes. Pour toi, tu mises sur la transparence et l'authenticité, puis le partage de ça. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi de partager autant le moins bon que le bon? Je pense que pendant longtemps, je l'ai caché au final. Parce que techniquement, j'ai été incarcéré. Ben, j'ai eu 10 mois de prison, mais je suis sorti, on appelle ça un sixième, donc après 2 mois environ. Donc 2 mois, c'est long, mais c'est pas trop long en même temps. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie entre le moment de l'arrestation et l'incarcération. J'ai rencontré ma femme que je suis avec aujourd'hui aussi. Ma compagnie a commencé à vraiment décoller. Comme je le dis toujours, pour moi, le jour de mon arrestation, c'est le jour où ma vie a changé. C'est le jour où, dans le fourgon, je me suis moi-même donné la claque d'en face de t'es pas à bonne place, t'es pas avec les bonnes personnes, tu prends pas les bonnes décisions. Donc, demain, quand tu ressors, tu prends des bonnes décisions, puis on va viser que peut-être que tu n'iras pas en prison, peut-être que tu vas être capable de t'en sortir ou de quoi qui malheureusement n'a pas fonctionné, mais mon virage vers le positif avait déjà été entrepris dès l'arrestation. Donc, j'ai quand même eu 1 an et demi, 2 ans de positif vers justement grossir ma compagnie, de nouveaux amis, un nouveau cercle et compagnie. Donc, quand je suis sorti, j'ai directement repris au point avant que je sois incarcéré. Ce qui veut dire me relancer dans la compagnie, prioriser ma relation, mes relations autour aussi. Donc, pendant des années, j'ai caché ce côté-là d'incarcération. Je disais ouvertement, j'étais en dépression pendant 2 mois, puis j'avais besoin de prendre du temps pour moi, puis parce que ça me gênait énormément, puis parce qu'à cause de l'arrestation, j'ai perdu des amitiés que pour moi, c'était mes meilleurs amis. J'ai perdu d'autres personnes que j'idolâtrais, mais que techniquement, c'était pas des bonnes personnes, mais il y avait quand même de l'attachement à ces personnes-là au final. Il y avait un gros shift dans mon identité et j'avais très, très peur d'en parler ouvertement puis de perdre tout ce que j'avais bâti, qui était justement une bonne clientèle. J'avais déjà quand même une belle visibilité sur les réseaux. Je sentais que j'avais un certain respect. Donc, j'avais peur de décevoir. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai toujours eu, la peur de décevoir. Je suis un gars de performance. Tu ne veux pas te décevoir toi-même, mais tu ne veux pas décevoir les autres non plus. Donc, pendant des années, je m'en suis juste caché. Et avec, c'est aussi stupide que l'arrivée de TikTok, qui est une plateforme qui, on dirait, était un peu différente des autres. On dirait que les gens étaient plus eux-mêmes versus le fameux Instagram ou Facebook de toujours la plus belle photo avec un fil. Puis de TikTok, c'était plus ce que je me sentais à l'aise à faire. Et j'ai juste un jour décidé d'embrace mon storytelling. Désolé mon anglais, mais j'écoutais beaucoup de gens en entrepreneuriat puis qui étaient vraiment sur leur histoire à eux, de mentionner leur erreur, de mentionner the good, the bad, the ugly, parce qu'au final, c'est vraiment ça qui est c'est ton histoire. Il n'y a rien de plus toi-même et authentique et unique que ton histoire. Je peux avoir la même personne que moi à côté, mais son histoire est complètement différente de la mienne. Donc, pour moi, de le mentionner et de me dire que, bon, tranquillement, pas vite, je commençais à avoir plus de visibilité. Je commençais à avoir beaucoup de gens qui me suivaient aussi. Et on a eu l'espèce de période du cancel culture qui était là aussi, qui m'a fait un petit peu peur aussi de me dire, y a-tu la possibilité que je continue à viser comme ça, de grandir, de grossir, d'avoir plus de visibilité, puis qu'une personne pourrait décider un jour de trouver des choses sur moi, puis de me cancel à cause d'erreurs du passé. Et je me suis dit, je vais me cancel moi-même. On va le tester, on va le dire moi-même sur les réseaux ce que j'ai fait avec my side of the story. Et ça a tellement été bien accueilli au final que ça fait complètement le shift dans la façon que j'ai de parler sur les réseaux, de plus nécessairement avoir de filtre,
dans ce que je dis non plus. Puis ça, j'ai pu le transposer dans mes business aussi, de dire, hey, on a eu un rappel de Santé Canada en 2023, c'est pas grave, parce qu'on est encore là. Fait que voici mon side de l'histoire. Est-ce que vous l'acceptez, oui ou non? Anyway, il y a des gens qui vont stick to it, on va continuer puis on va avancer. Fait que je pense que c'est venu juste naturellement avec aussi la culture de la vie en général, des réseaux sociaux qui étaient de plus en plus prônés vers prenez confiance de l'histoire que vous avez, puis quand vous êtes capable d'être juste vous-même, il n'y a rien de plus attachant que d'être soi-même. Comme le fitness dans les dernières années, je me sentais un peu un personnage. Je me sentais où est-ce que je devais continuer à parler de fitness tout le temps, à prendre des photos d'abdominaux puis des trucs que je me sentais moins à l'aise, je me sentais moins moi-même, je me sentais moins dans ma niche. Donc, quand j'ai vraiment décidé de prendre mon histoire puis de la posséder à 100%, il y a eu un gros shift dans ma personnalité, dans mon identité. Puis je te dirais que c'est la meilleure chose que j'ai faite sur les réseaux, définitivement. Quelque chose qui est difficile. Parce que tu te dois, quand tu partages le bon et le moins bon, il faut que tu te mettes à nu. Tu n'as pas le choix. Ouais. Mais il faut comprendre que tout le monde est identique, tout le monde est pareil. Tout le monde a des mauvais côtés, des côtés qui sont pas mal plus négatifs. Mais quand tu n'oses pas, puis en plus avec l'intelligence artificielle puis la création de contenu qui se fait en un clic, l'information, il va en avoir. Mais qu'est-ce qu'il va avoir de moins en moins? C'est de la vérité, c'est de l'authenticité, c'est l'histoire des personnes. Exact. Puis, en tant qu'entrepreneur, je pense que tu le fais tellement bien que de partager. Honnêtement, moi, c'est pas quand que je pense à Mindblow, quand que je pense à projet, Projet physique. Projet physique, je pense pas à le nom du brand, mais je pense en fait à la personne avec qui que ça se rattache. Ouais. Je pense que c'est ce qui va faire la différence. Puis qu'est-ce qui fait la différence dans ton succès actuellement? Puis j'aimerais, parce que par la suite, tu es devenu de ça. Une des questions, clairement, que tu t'es peut-être posée ou peut-être que tu as envisagé de te parler avec ta conjointe, c'est tout le temps quelque chose que quand on devient père, quand on pense à devenir père, on se dit hey, je ne vais peut-être pas refaire les mêmes erreurs que, en fait, tes parents. Est-ce que tes parents ils ont fait des erreurs qui ont fait en sorte que toi, tu as pris cette trajectoire-là? Avant de devenir père, c'est quoi le genre de discussion que tu avais à l'intérieur de toi face à je veux-tu vraiment que mon fils, ma fille, pogne la même trajectoire que j'ai pognée? C'est sûr que ça fait peur. Encore, tu sais, mes enfants sont jeunes. Là. Ils ont 3 ans et demi puis 5 ans et demi. Donc, c'est sûr que c'est même pas encore des discussions qu'on a sur mon passé autre. On s'entend, ma fille, elle a tellement une grande trappe que l'école primaire au complet serait. Ah, puis je dis ça. Puis le pire, c'est que de nos jours, je vais chercher ma fille à l'école primaire, puis il y a des jeunes qui sortent puis qui me disent qu'ils m'ont vu sur TikTok. Là. Fait que peut-être que l'école le sait déjà que j'ai fait de la prison dans le passé. Là. Fait que je dis ça dans le sens où est-ce que c'est fou à quel point les jeunes aujourd'hui ils ont l'accessibilité à cette information-là qui, bon, pas tout le temps safe selon moi, là, comme je ne suis pas nécessairement d'accord pour tout ça, mais c'est une toute autre discussion. La réalité, c'est que l'expérience que j'ai eue à travers tout ça, pour moi, je pense que ça va m'outiller à mieux suivre mes enfants. Non pas que mes parents n'ont pas su me suivre à travers ça, mais je pense que mes parents ont sûrement fait des erreurs de jeunesse comme n'importe qui, mais de le vivre en ce moment, à quel point la vie va vite, à quel point la journée de travail, puis de tout ça, comme c'est facile de revenir chez vous, puis d'être brûlé, puis de pas nécessairement avoir le temps ou mettre le temps sur écouter nos enfants, sur comment a été leur journée, ils ont-ils des problèmes, ils ont-ils des conflits, ils ont-ils des choses qu'ils ont envie de discuter ensemble. Puis comme je dis, j'ai pas encore des ados, je ne sais pas ce sera quoi à ce moment-là, puis j'y vais au jour le jour avec ma parentalité, pour être honnête, mais c'est certain que, veux pas, à travers ce que j'ai fait, j'ai la mentalité de ça nous prend des erreurs dans la vie pour apprendre quand même. Est-ce que d'avoir été en voiture en boisson, c'est un bon test de la vie? Pas du tout. Comme je vais dire à n'importe qui de jamais faire ça, puis je vais essayer d'outiller mes enfants pour prendre des meilleures décisions, puis je vais aller chercher mes enfants qui sortiront du bar à 2 heures du matin, puis encore une fois, ça va être dans le futur. La réalité, c'est que je pense quand même que dans la vie de tous les jours, les gens ont besoin d'expérimenter. J'essaie le moins possible, malgré que je suis quand même un père poule, de trop les coucouner, puis de, tu sais, tant mieux si ton enfant se plante puis il apprend qu'il ne faut pas qu'il saute du deuxième du jeu dans l'affaire comme. Puis je travaille encore là-dessus. Mais je pense que les expériences de vie, c'est donc important. Puis à quel point un parent peut contrôler ça, pas tant que ça, malheureusement. Le jour où tes enfants ont une voiture ou sont à l'extérieur, plus souvent qu'ils sont à l'intérieur de la maison,
Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas que nos enfants font, puis qu'il faut faire juste confiance. Mais je pense que donner son oreille attentive le plus possible, d'essayer d'assurer un suivi, de montrer qu'on peut être ce parent-là qui est ouvert, puis comme, hey, même s'il y a un problème, je ne vais pas te juger, on va travailler ensemble à des solutions. Fait que je pense que c'est ça que ça m'a outillé de mon côté pour mes enfants qui vont vieillir. Puis ça va peut-être m'enlever un petit peu de jugement aussi. Dans le sens où, veux pas, je pense avoir pris les décisions, puis je me suis rendu à un certain stade qui est la dernière chose que n'importe qui veut pour ses enfants. Aller en prison, je veux dire, je dis pas que c'est la pire chose sur Terre, mais c'est quand même quelque chose que tu n'es pas fier d'avoir sur ton CV, puis que mon garçon est incarcéré, ça se glisse pas bien dans aucune phrase dans n'importe quel endroit, comme c'est pas cool. Il n'y a pas personne qui va se vanter de ça, c'est ça. Non, à Noël, c'est pas le sujet qu'on parle le plus, mettons. Là. La réalité, c'est juste, j'espère garder cette mentalité-là que j'ai présentement, d'être le plus possible ouvert pour mes enfants, de ne pas les juger, de leur montrer que, comme oui, ça arrive dans la vie de faire des erreurs, mais de rapidement être un petit peu comme moi, peut-être, à rebondir de nos erreurs. Parce qu'en prison, une chose que j'ai vue, c'est des gens qui sont là pour leur 10e fois puis qui n'apprennent pas. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'entourage, qui sortent de là sans aucun argent, aucune place pour vivre, puis que la seule chose qu'ils ont, c'est de refaire leurs erreurs pour tenter de s'en sortir. Fait qu'il y a beaucoup de détresse. Je me sens chanceux que mes pions étaient placés pour ne pas avoir cette détresse-là en sortant, d'avoir un bon entourage, d'avoir ma femme, d'avoir tout ce que j'avais mis en place aussi. Donc, je veux offrir cet environnement-là pour mes enfants aussi, où est-ce que l'erreur est humaine, l'erreur est saine si on apprend rapidement à ne pas la répliquer, mais leur assurer quand même un environnement que malgré l'erreur, ils ne sont pas pris dans marde à ne pas savoir quoi faire puis à peut-être la répéter encore parce que c'est la seule chose qui peut leur sortir de la merde au final. Parce que je pense que c'est une question de perspective. Tu sais, comme on le dit, une émotion est ni positive ni négative. C'est juste comment est-ce que toi, tu vas venir la dealer avec. Puis une personne peut être super confortable à vivre une émotion qui peut être négative, telle que la colère, puis la channel dans un GSP, un Patrick Côté, qui pour lui, l'agressivité, c'est une bonne chose. C'est du positif, tandis qu'un autre, ça peut être négatif. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de changer notre perspective de comment est-ce qu'on voit l'erreur. Puis je ne veux pas encore dire non plus, parce que là, c'est tout le temps de trouver le juste milieu. On ne va pas forcer quelqu'un à faire une erreur, à rencontrer un échec. On va plutôt, dans le fond, l'apporter à comprendre pourquoi est-ce que cette erreur-là ne lui a pas apporté à connaître le succès. Je pense que le seul succès qu'on peut connaître, c'est quand on apprend de cette erreur-là et qu'on continue d'avancer. Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que de voir sa parentalité pas être efficace comme on aimerait que ça le soit, ce qui veut dire, j'en ai des parents qui m'ont déjà écrit, comme je te le disais tantôt, par rapport à mon garçon a des problèmes de comportement, j'ai l'impression qu'il ne prend pas une bonne tournure, qu'est-ce que je peux faire, sachant que toi, maintenant, tu en parles ouvertement, bon, la prison et compagnie, puis je suis comme, il y a des enfants que tu peux avoir une discussion, puis c'est possible qu'il y ait, tu sais, il y a des psychologues, tu sais, il y a tellement d'aide externe, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, il faut les laisser aller un peu. Puis comme je te le dis, je ne suis pas là-dedans en ce moment, fait que je ne sais pas comment je vais vivre ça si un jour mon garçon ou ma fille font ça, mais mes parents n'auraient pas pu rien faire pour empêcher que je fasse ces erreurs-là. Parce que mes parents me disaient « va à gauche », puis probablement que j'allais à droite. Donc, il y a un moment que je pense que naturellement, en tant que parent, il faut être capable de give up un petit peu. Puis le give up, des fois, est quasiment pour le bien de l'enfant aussi, ou est-ce que c'est pas en mettant plus de pression, puis plus de restrictions, puis plus de punitions, puis de ça, que ça va nécessairement faire du mieux non plus. À un moment donné, les enfants doivent apprendre à faire leurs erreurs aussi, puis c'est plate, mais c'est des traits de caractère. Puis je pense que le mieux des fois, comme je le disais, c'est pas nécessairement le avant l'erreur, c'est le après. Fait que le parent soit pas capable d'empêcher une erreur, c'est très commun, puis ça va arriver, puis c'est sûr. Mais comment est-ce qu'on réagit à cette erreur-là? Comment est-ce qu'on encadre l'après-erreur? Ça, on a tellement un gros pouvoir en tant que parent au final. Puis c'est ce que, comme je disais, que je veux donner à mes enfants, cet environnement-là pour qu'ils fassent leur erreur, mais que je puisse être un certain rebound pour eux, un certain confort, une certaine oreille attentive. Parce que c'est sûr qu'ils vont en faire mille et une niaiseries, c'est dans la nature humaine. Mais quand tu ressors de ta niaiserie et que tu n'as rien, c'est là que tu es porté à la refaire. Si tu es dans un environnement qui te permet de comprendre, d'apprendre, puis de te sentir, d'avoir un bon soutien, ça, je pense que c'est puissant. Ouais. Puis, parlant de qu'est-ce qui est puissant, ben, on va parler de ta relation avec ta copine. Parce que clairement, pour qu'elle soit restée avec toi à travers ces moments difficiles-là, que vous ayez fondé une famille, comment ça s'est déroulé, ces événements relativement difficiles pour vous?
Techniquement, j'ai rencontré ma femme durant les procédures judiciaires. Donc, dès le jour 1, elle savait la réalité de la chose, mais on était très confiants que j'allais avoir de la prison à la maison. Fait qu'un sursis à la maison. Puis, j'ai rencontré ma femme en juillet. En octobre, elle venait habiter à la maison. Et en mars, j'avais mon jugement qui malheureusement nous a scié les jambes en deux en sachant que finalement, je devais avoir de la prison ferme. Donc, très difficile. Ma femme l'a vraiment pas très bien pris. Non pas bien pris envers moi, mais la situation globale, c'est la première fois qu'elle quittait le domicile de chez ses parents, habitait toute seule maintenant dans une maison, devait gérer mon chien, ma paperasse, mes trucs. Donc, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude parce qu'au final, comme je l'ai dit, j'ai écopé de 10 mois et demi de prison. Mais quand tu as ta sentence, surtout pour une première offense comme moi, il n'y a pas de concept de 2 tiers, 1 tiers, un sixième, de libération conditionnelle, de possibilité de. Tu penses que tu t'en vas pendant 10 mois et demi. Donc, ma relation n'a même pas ça comme ancienneté, que je pourrais partir pour encore plus longtemps. Fait que c'est certain que ça met énormément de pression sur le couple. Fait qu'on a commencé à savoir pour les libérations conditionnelles, on s'est vraiment mis un focus de fou là-dessus. Elle faisait le voyagement de Sainte-Thérèse à Sherbrooke à chaque semaine où j'étais incarcéré pour venir me voir. Donc, je pense qu'il y a une énorme confiance qui s'est bâtie là-dedans, dans le sens où on savait déjà qu'on était éperdument amoureux. C'était symbiotique. Moi puis ma femme, c'était, comme j'avais dit, venir habiter avec moi après même pas 3 mois. Il y avait quelque chose de fort dans notre relation. Mais l'après a encore plus prouvé à quel point j'étais avec la bonne personne parce que oui, il y a le fait qu'elle soit restée, qu'elle se soit occupée de l'ensemble des choses, mais il y a vraiment une espèce de respect qu'on s'est mis dans la relation de. C'est sûr que je lui en dois une techniquement, là. Puis je vois pas ma relation comme ça, mais j'ai tellement un profond respect pour ma femme d'avoir jamais questionné notre relation malgré le fait que j'étais incarcéré, que c'est sûr que ça a beaucoup solidifié la relation aujourd'hui. Puis ça nous met encore plus de l'avant à quel point on a parlé tantôt la balance, l'équilibre. Je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, on tente des fois d'atteindre un certain équilibre, même s'il est souvent très difficile à atteindre. Puis moi, c'est comme ça que je vois ma relation. Il n'y a absolument aucune relation qui est parfaite. Puis quand il y a des moments difficiles, c'est difficile. Puis l'humain, on est fait comme ça. De lorsque c'est difficile, c'est rapide de voir ça comme une montagne. Puis de dire, ah, peut-être que chez le voisin, le gazon est plus vert, peut-être que ça va être mieux d'aller voir ailleurs, d'aller voir une autre relation, quelque chose. Mais quand tu es capable de faire ta petite image mentale du balancier, de te rendre compte à quel point il y a plus de positif que de négatif, à quel point dans une journée, il y a plus de minutes, d'heures de positif dans ma relation que de négatif. C'est ce que je souhaite à tout le monde, évidemment. C'est rapide que tu peux juste brush off le négatif, de dire non, cette petite chicane-là, là, parfait, on va chacun de notre côté, on respire, on se reparle après, puis c'est déjà oublié. Fait que ça a beaucoup mis des concepts dans la relation de respect, puis de voir à quel point il y a tellement plus de positif dans un quotidien ensemble que de négatif. Fait qu'aujourd'hui, ça fait, je pense, c'est la 8e ou 9e année qu'on est ensemble. On est plus fort que jamais. Il va falloir que tu le saches avant demain, là, qui est la Saint-Valentin. Là. Ah ouais. 8, 9. Moi, si Je vais j'arrive regarder demain mon calendrier après. Là. Fait que non, j'ai beaucoup de respect pour ma relation, puis je suis vraiment en amour. Puis oui, il y a les challenges de la vie, puis oui, avec les enfants, c'est d'autres challenges, mais ça va vraiment très bien. Ouais. Mais je pense que tes défis en tant qu'entrepreneur t'ont clairement apporté à voir les problèmes ou les défis comme des possibles solutions ou des pistes d'amélioration. Parce que quand on est fermé d'esprit à se dire il y a quelque chose qui ne va pas bien, automatiquement, on va juste voir le négatif. Qu'est-ce qui se passe quand on fait juste regarder le négatif? Ça nous apporte davantage de négatif dans tous les aspects de notre vie. On n'est pas axé vers, en plus, en tant qu'homme, quand on pense problème, on pense négatif encore. Mais si problème peut être associé avec solution potentielle, derrière les adversités, puis derrière les échecs, puis encore, c'est une question de perspective, il y a juste du bon qui peut en découler. J'aimerais que tu me partages un peu les discussions que tu as dû avoir avec ta copine avant de devenir parent. Est-ce que pour vous, ça a juste été naturel, OK, on est rendu à tel âge, on doit devenir des parents? Est-ce qu'il y a eu des périodes de réflexion, des choses, des cases que tu devais cocher, une to-do list, tant au niveau personnel ou relationnel pour vous dire on est prêt à devenir parent? On est vraiment 2 personnes qui vivent beaucoup au jour le jour. Je ne suis pas quelqu'un qui est très structuré, qui, malgré que j'ai plein de business, ça n'a jamais été comme c'est quoi mon 5-year goal? C'est quoi mon. Je suis très
jour le jour. On est très, très spontané. Puis bien qu'aujourd'hui, des enfants, ça enlève beaucoup de spontanéité dans le couple et dans les actions, on a toujours été vraiment dans un ressenti. Comment est-ce qu'on ressent les choses? Donc, quand il est venu habiter avec moi, on ressentait que c'était le moment parce qu'il était déjà chez nous 6 jours sur 7 ou whatever. Fait qu'il y avait juste un côté très naturel à tout ce qu'on a fait. Après la prison, je l'ai fiancé pas longtemps après ça aussi. Après ça, je pense que c'est 1 an ou 2 ans après, on a naturellement commencé à parler d'enfants. Puis, je veux dire, pas que je commençais à avoir l'âge. Techniquement, là, j'ai 32 ans, avec j'ai eu ma fille à 26, si je me trompe pas, ça aussi. Dans les âges, je suis pas le meilleur, là, mais ça ressemble à ça où est-ce que j'ai eu ma fille. Fait que je veux dire, je me sentais pas vieux, je me sentais pas trop jeune, je me sentais juste comme à une bonne place, mais oui, il y a beaucoup de jeunes nos jours qui tentent d'avoir énormément de cases cochées, puis je respecte ça à 100% parce que je pense que de vouloir être stable pour ses enfants, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui font des enfants sans passer à une stabilité. Puis la meilleure chose qu'on peut donner à des enfants, c'est de la stabilité. Fait il y a financièrement, il y a le lieu où est-ce qu'on habite, il y a la relation en tant que telle aussi. Tout ça, je pense que ça doit être stable pour accueillir une famille, même si on peut passer à travers n'importe quoi quand on aime et quand on est capable. Justement, un parent peut faire des miracles, je pense, mais nous, c'est vraiment venu sur un ressenti, sur on s'aime, ça fait quelques années qu'on est ensemble, ça fait quelques années qu'on habite ensemble. Il y a eu une grosse étape dans notre vie d'amoureux, de relation avec la prison. Donc, on se fait confiance à un niveau que pas beaucoup de couples sont capables de vivre dans leur vie non plus. Donc, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas juste voir? Puis peut-être que ça va prendre pas beaucoup de temps, peut-être que ça va prendre 2 ans d'essai, mais on se sentait prêt, on se sentait financièrement stable, une belle maison qui avait justement de l'espace aussi pour un enfant. Fait qu'on a juste dit, let's go, on essaye. Puis, sans le savoir, first try, elle tombe enceinte de Maëva, qui est ma fille qui a 5 ans et demi aujourd'hui. Puis, dès qu'elle a eu 1 an, on a dit, hey, est-ce qu'on réessaye? Bam, premier coup, Mathéo aussi. Fait que rapidement, on s'est dit, OK, je pense qu'on est un peu trop. C'est un peu trop facile pour nous d'avoir des enfants. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas ce qu'on peut dire de ça. Fait que, on est allé rapidement sous le bistouri pour être certain que c'était 2 enfants et que ça l'arrêtait là. Non, le gars, c'est un scoreur, fait qu'il faut arrêter ça. Puis, à travers ce parcours-là, oui, on a parlé un peu, dans le fond, de différents. On n'a pas vraiment creusé en détail dans tes différentes compagnies puis tes éloges entrepreneuriales, mais j'aimerais que tu nous expliques quelles sont les difficultés que toi, tu as dû rencontrer ou tu as rencontrées en devenant père. Ta réalité, elle change clairement, que tu as moins de temps, tu as des business. Quelles sont les actions que tu as dû prendre face aux différents défis que tu as rencontrés? Oui, j'ai envie de faire un petit acrostiche avant qu'on se lance là-dedans. Souvent, les gens m'ont vu beaucoup avec, tu as dit des éloges entrepreneuriales puis autres. Puis je pense que j'ai été longtemps reconnu comme quelqu'un, tu l'as dit, qui fait de la création de contenu, donc qui est très, très out there. Mais de plus en plus, je vieillis, de plus en plus, je me vois comme étant un créateur. Ou est-ce que je pense pas être la personne qui a le plus réussi en affaires? Je pense pas être la personne qui a nécessairement l'ambition de monter une entreprise à des milliards puis à des ça. Je pense que je suis quelqu'un qui aime créer. Puis mon côté artistique, je pense qu'il est là. Je pense pas nécessairement qu'un jour, je vais vouloir jouer un instrument de musique ou me mettre au dessin ou me mettre à la peinture. J'aime beaucoup créer des projets. J'ai un côté artistique là-dedans. J'ai une aisance à rendre la compagnie profitable puis avoir du plaisir là-dedans, etc. Mais de mon côté, ça a toujours été quelque chose qui m'a fait énormément de plaisir et j'ai un défaut techniquement qui est que je m'écœure rapidement des choses. J'ai, je pense, le besoin de changer régulièrement. Donc, j'ai sauté beaucoup bon, oui, le fitness. Après ça, j'ai fait du dropshipping pour des compagnies complètement par rapport. Puis après ça, j'ai fait du coaching pour aider des entrepreneurs à se lancer leur propre business. Puis après, bon, là, j'ai un podcast, puis j'ai une compagnie de boissons énergisantes. Puis maintenant, depuis que j'ai 30 ans, j'ai décidé de beaucoup plus me calmer sur le lancement de nouveaux projets, puis de prioriser davantage quelques projets qui me passionnaient énormément. Et c'est une des choses que j'ai dû faire de par le fait d'avoir des enfants, parce qu'à un moment donné, de toujours avoir le cerveau qui veut jamais arrêter 24 sur 24, ben, t'es plus le gars de 20 ans qui a juste soi à penser, qui a juste toi puis ta relation, puis d'attitude. Puis de là, t'as des enfants,
tu as du temps, énormément de temps à leur donner. Tu as de l'énergie qui commence à descendre aussi. Tu as des moins grosses nuits de sommeil aussi. Fait que la première chose que j'ai fait avec mes enfants, ça a été de me développer un horaire qui était mis en conséquence, de pouvoir avoir un peu moins de projets pour être capable de leur donner davantage de temps dans les années, je pense, charnières de leur vie, qui est, mettons, de 0 à 5 ans, là, avant l'école, mettons. Donc, très, très tôt, j'ai mis de côté des projets. J'ai rapidement compris que le projet physique, le fitness, c'était plus nécessairement le milieu qui me passionnait comme c'était à l'époque. Donc, j'ai vendu l'entreprise assez rapidement aussi. Et j'ai complètement redessiné mon horaire pour être capable d'être un entrepreneur le matin de 5 heures à 1 heure, 2 heures l'après-midi et d'être un papa pour le restant de la journée qui était de revenir à la maison puis d'être le plus possible présent. Fait que j'ai fait ça pendant des années à finir comme ça à midi, 1 heure, 2 heures pour être capable d'avoir comme une deuxième journée avec les enfants à la maison. Puis c'est techniquement la première, 2026 va être la deuxième année où est-ce que j'ai un horaire plus conventionnel de je me lève encore à 5 heures, mais je finis vers 3 heures, mettons, mes journées de travail, qui est plus un vrai lundi au vendredi, j'ai mes week-ends de congé. Je recommence à avoir un horaire plus typique de par le fait que ma fille va à l'école, mon gars va plus à la garderie. Mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps volontairement. Est-ce que c'était facile de monter des business en travaillant aussitôt, en n'ayant pas nécessairement la possibilité de faire des meetings à 6-7 heures quand que le monde dorme au final? Est-ce que j'ai ouvert un gym dans les débuts d'avoir des enfants, en même temps de rénover un triplex, en même temps de lancer Mindblow on the side, puis je pense que je suis un gars qui se retrouve bien dans le chaos, mais plus je vieillis, plus j'ai besoin d'assurer un petit peu plus de stabilité puis de contrôle. Fait que on pourrait en parler en long et en large pendant des heures. Ma vie, ça a été un chaos contrôlé pendant très longtemps. Maintenant, je te dirais que depuis l'année passée, on est plus dans un mode où est-ce qu'on est capable de vraiment bien partager la vie de travail versus la vie de papa, qui commence à se stabiliser de par un horaire des enfants qui devient plus typique lui aussi. Puis je pense que c'est quand même vraiment, vraiment cool que tu aies la capacité de faire une introspection puis de quasiment faire ton genre de OK, moi, je travaille bien sur le code. J'aime ça, j'apprécie, j'aime être téméraire puis faire des erreurs puis faire des. Peu importe. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se questionnent pas à faire ça. Puis encore, est-ce que c'est nécessaire? Comme qu'on parlait tantôt, l'erreur, l'échec, oui, c'est bien, on apprend de ça, mais est-ce que tout le monde devrait se forcer à rencontrer ces aspects-là? Il y a des personnes qui, pour eux, la stabilité, c'est numéro un, puis qui ne vont jamais devenir entrepreneurs. Mais des fois, ils vont comme se questionner, puis ils vont voir des personnes sur les médias sociaux puis se dire hey, j'aimerais donc ça avoir cette vie-là, j'aimerais donc ça faire ça, mais c'est pas dans leur trait de caractère, c'est pas dans leur trait de personnalité. Puis comme toi, dans le début de ta vie, tes traits de caractère, tes traits de personnalité t'ont apporté dans une direction. Tu n'aurais pas pu aller ailleurs, selon toi. Il y a d'autres personnes qui ont des traits de caractère complètement opposés, qui s'efforcent en fait à voir sur les médias sociaux des gars comme toi, hey, j'aimerais donc ça avoir ta vie, Sam, puis finalement, c'est juste pas fait pour eux. Mais je pense qu'il faut juste commencer par se questionner puis faire une introspection de qu'est-ce qu'on veut puis pourquoi est-ce qu'on le fait. Puis pourquoi est-ce que, tu parlais de créativité, tu parlais dans le fond de changer tes projets. Pourquoi est-ce que tu as choisi une boisson énergisante? Qu'est-ce qui t'a attiré par ça? C'est-tu juste vraiment, hey, c'est une business, c'est cool, ou il y avait un autre aspect derrière qui était plus important pour toi? Comme je te dis, d'avoir été tellement pêle-mêle pendant des années où est-ce que je touchais à tellement de choses, je pense que je suis une personne qui est très... comment tu dis ça quand tu es bon dans plusieurs choses, là, quand tu es... Un doué. Ouais, non, je le dirais pas comme ça, mais j'aime toucher à beaucoup de choses, je suis passionné par beaucoup de choses, puis je pense que rapidement, quand quelque chose me passionne, je deviens quand même performant. On a dit tantôt, syndrome de performance, c'est moi tout craché. Donc, au final, à travers des essais, des business, des trucs, est venu un petit peu le côté, j'avais envie de performer davantage. Donc, je consommais des médicaments de prescription à l'époque, sans être recommandé, prescrit. J'ai jamais été diagnostiqué TDAH ou rien. Fait que, très mauvais, très nocif, très dommageable pour ma santé. J'étais rendu très antisociable. Et je suis tombé sur un article en ligne avec Joe Rogan qui venait de parler d'un premier produit. Ça s'appelait les Nootropics. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est quoi ça? C'est des suppléments qui augmentent les fonctions cognitives. Fait que je suis comme, crime, c'est intéressant. Je vais en commander, je vais essayer. Puis quand j'ai essayé ça, j'ai fait, OK, je ressens des bienfaits, je me ressens plus focus, je me sens plus énergisé. Puis j'ai pas tous les effets négatifs
de l'espèce de perte d'appétit, d'anxiété, de la patate qui pompe, des médicaments de prescription. Fait qu'à un moment donné, à force d'en commander, je me suis dit, je vais en commander un Canadien, je vais encourager au Canada, puis je vais arrêter de payer des frais de douane, des affaires du genre. Puis j'ai absolument rien trouvé ici. Fait que là, On parle l'esprit en du quelle gars... année de ça, Sam? Ça date de 2020. quand? 2020. Fait que de 2018 à 2020, à peu près, j'ai dû consommer des médicaments de prescription. Puis j'étais rendu assez, je vais le dire comme ça sort, assez fucké. Honnêtement, je prenais des choses qui n'auraient pas du tout dû être dans mon organisme. Et quand j'ai testé les nootropics, comme je te dis, il n'y en avait pas ici au Canada. Fait que là, l'esprit du gars créatif vient. Parfait, on va lancer une formule. Fait que je me suis trouvé un partenaire qui était prêt à investir avec moi. J'avais déjà un petit peu de background avec le fitness, à des contacts dans la lignée des suppléments et autres. Fait on a fait une demande de NPN à Santé Canada. On a créé la formule, on a fait des tests, on a lancé. Puis en 2021, première version du supplément MindBlow est venue à exister. Puis techniquement, à la base, je l'ai créé pour moi, pour un besoin que moi j'avais d'avoir un produit pour la performance qui fonctionnait sans les effets négatifs de juste prendre 4 tasses de café par jour. Puis ça marchait, puis les gens l'ont compris, puis les gens ont aimé ça. Fait que rapidement, on a vu que c'était un succès. Et avec les années, est venu des potentiels investisseurs qui étaient intéressés à transformer ça en boisson énergisante. Puis the rest is history. Ça a été vraiment comme juste des belles discussions, des belles possibilités. Puis on a lancé ça 2024, qui est une version de notre supplément qui est encore en vente. On vend même plus de suppléments que de canettes encore en ce moment. Mais on a lancé une version prête à boire qui, là, commence à ramasser le Canada au complet. Fait que ça a été quelque chose qui était un peu servi sur un plateau d'argent de mon côté, sans savoir tout ce qui allait devoir être investi en termes d'argent, de temps, de stress, de problèmes à trouver des solutions à tous les jours, comme c'est pas le type d'industrie qui est facile. Est-ce que tu me dis, demain, je te fais recommencer de A à Z, le fais-tu? Est-ce que je le fais? Je suis pas sûr. Parce que c'est très, très, très demandant. Puis comme je te le dis, j'ai peut-être plus la même mentalité aujourd'hui à 32 ans que je l'avais à 25, 26, 27. Mais je regrette absolument rien. C'est vraiment un beau projet. Puis on a vraiment réussi à créer quelque chose qui, en plus d'être le fun, ben, est vraiment un bon produit. Tu sais, de nos jours, on peut vendre n'importe quoi. Ça pourrait être de la scrap, ça pourrait être... On a vraiment quelque chose qui est plus efficace, plus santé, plus le fun à utiliser. Fait que ça, je suis très, très fier d'être moi-même un bon consommateur de mon produit, mais d'être capable d'avoir autant de reviews de personnes qui sont comme crime. Ton affaire, ça marche vraiment beaucoup. Ben, on le dit souvent qu'une business, à la base, ça a pour but de venir régler un problème. Puis toi, tu avais un problème, tu t'es questionné une solution, puis tu en as trouvé une. Exact. Un nootropics, je suis dans le domaine de la santé, mais pour la majorité des personnes, on ne sait pas exactement c'est quoi, comment ça fonctionne. Tu parles de produits ou de pilules telles que Vivance, Concerta, et ainsi de suite, que des personnes pourraient potentiellement remplacer par des nootropics. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ouais, puis je vais quand même faire mon petit disclaimer. On ne dit jamais aux gens d'arrêter leur médication ou rien, mais encore là, parlez-en à vos médecins ou autres. La réalité, c'est que si on met ça le plus simplement possible, Nootropics, c'est un supplément ou une plante qui va aider tes fonctions cognitives. Puis quand on parle de fonctions cognitives, tu peux mettre énergie, focus, rétention d'informations, clarté mentale, humeur. Fait il y a énormément d'études. C'est là depuis la nuit des temps. C'est juste qu'on ne le savait pas ou on n'était pas là-dedans au Canada ou en Amérique, tout simplement. La caféine, techniquement, tu peux le mettre dans la lignée des nootropics. Quand tu en choisis des bons qui fonctionnent bien en symbiose ensemble, donc que tu fais des tests comme nous on a fait, et que tu les combines ensemble, tu peux aller chercher plusieurs effets, comme je l'ai dit. Fait que nous, c'est exactement ça. On va chercher plus d'énergie à long terme sans le crash que la caféine fait souvent. Tu vas chercher plus de focus, tu vas chercher une clarté mentale vraiment cool, tu te sens vraiment in the zone. Puis même, tu as un effet sur la sérotonine, fait que tu te sens plus heureux, plus de bonne humeur. Tu sens vraiment les effets que le supplément ou la canette de MindBlow va offrir. Fait que c'est ce qui est un nootropics. Il y a beaucoup de gens qui en utilisent dans les pré-workouts aujourd'hui. Moi, je ne me veux pas un produit pour l'entraînement, bien qu'il y ait des gens qui peuvent l'utiliser pour ça. Je suis vraiment un produit cognitif. Fait que tu veux être plus réveillé pour ton marathon, pour ta journée de travail, pour ton gym, pour ton whatever. Tu veux être plus performant et productif. C'est le genre de produit qui fonctionne super bien. Puis là, j'ai pas le choix parce qu'à tous les jours, je travaille avec des pères de famille qui sont dans des situations qui n'ont pas les meilleures habitudes de vie. Puis il y en a,
là, je ne suis pas en train de spotter personne, en fait, du doigt et de dire, hey, toi, tu ne saurais pas faire ci, pas faire ça. On est dans un air où est-ce qu'on recherche des solutions qui sont un peu plus rapides, qui sont un peu plus faciles. Que ce soit le Ozempic, que ce soit, en fait, n'importe quelle stratégie. Je voyais hier, dessus le fameux groupe ACCO au Costco, les planches vibrantes pour t'aider, en fait, à shaker. Il y a tellement de différentes solutions. Puis, tu sais, c'est sûr que toi et moi, on va travailler avec des personnes qui mettent en place des bonnes habitudes de vie, qui pensent à, ben oui, bien dormir, mieux s'alimenter, prendre des produits qui sont moins transformés, faire de l'activité physique, et ainsi de suite. Comment est-ce que toi, tu te deals? Tu sais, il y a une personne devant toi, là, ou même toi, tu es fatigué, tu es brûlé parce que tes kids t'ont réveillé toute la nuit. Qu'est-ce que tu vas venir prioriser? Comment est-ce que tu deals avec. En tout cas, c'est pas. Oui, c'est Mindblow en question, mais c'est Sam, toi, là. Comment est-ce que tu l'utilises dans ton quotidien? Puis quand est-ce que tu vas venir te dire, ouais, mais j'ai-tu vraiment besoin de ça ou il faudrait peut-être juste que je dorme 1 heure de plus? Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, c'est sûr que je suis un extrémiste. Hein. Fait que je suis un gars, je veux dire, j'ai toujours été dans les extrêmes. Est-ce que je me sens, comme je disais tantôt, plus balancé qu'à l'époque? Définitivement. C'est sûr que Mindblow, on vient créer autant une solution qu'un autre problème, ce qui veut dire, même comme le café, on le sait qu'un café noir, c'est plus santé, etc. Puis, mais il y a des gens qui en abusent puis qui en prennent 6 tasses par jour. Fait que mon but, c'est malgré que je suis dans un produit stimulant, on a même pu lancer une gamme de produits qui continue à évoluer en ce moment, qui est un produit sans caféine. Fait que c'est juste des nootropics, mais il n'y a pas de caféine. Fait que la personne qui veut pas plus de caféine ou qui veut prendre un café le matin puis juste avoir son petit edge en après-midi peut aller le rechercher aussi. Mais on essaie quand même de faire de la sensibilisation aussi, dans le sens où même avec le café, tout le monde le sait, en fait, il devrait le savoir, que quand tu en prends du matin au soir, du lundi au dimanche, ben ton café du lundi matin, il ne fait pas tant effet parce que ton corps commence à s'accoutumer aussi. Fait que moi, c'est la même chose avec Mindblow. Oui, évidemment, je suis un produit. Oui, je veux en vendre. Oui, je veux que la compagnie grossisse, mais pas au détriment de mes valeurs puis d'une personne qui pourrait me dire que ça a été dommageable pour sa santé. Tout le monde est différent. Non, c'est pas recommandé pour les cardiaques, femmes enceintes qui allaitent, comme tous les différents disclaimers. On les a dessus, puis il faut le prendre en considération quand même. Moi, ce que je recommande, c'est de le consommer quand on en as besoin. Donc, moi, c'est du lundi au vendredi parce que je travaille du lundi au vendredi. Je ne prends pas de café, je ne prends pas d'autres stimulants. Ce que je prends, c'est Mindblow parce que ça fonctionne. Puis parce que je sais que je peux en prendre juste une puis avoir les effets que si j'aurais pris 4 cafés au final. Fait que de mon côté, je pense vraiment que de sensibiliser les gens à pas juste le faire parce qu'on devrait le faire, mais le faire pour aller chercher le maximum d'efficacité de ton produit aussi. Parce que si je te dis prends-en tous les jours, ça va toujours fonctionner aussi bien, ce serait un mensonge. Si tu es capable de doser, c'est ce qui va faire que quand tu vas en reprendre une le lundi, elle va encore plus faire effet versus si tu en prends vraiment 1 à 2 par jour à tous les jours. C'est pas normal de boire 3 Monsters par jour, là, puis il y en a qui le font sans construction. Ben, il y a un petit problème là de ce côté-là. Fait on essaie de l'utiliser comme sensibilisation, puis je vais être mon classique vendeur que je suis. Ça reste du marketing quand même aussi. On est là pour se montrer dans une ligue que je peux être vendu juste à côté de Red Bull puis Monster, mais la façon qu'on va se démarquer, c'est par l'authenticité, la transparence, de par l'efficacité du produit aussi, puis de comment est-ce qu'on fait les choses différemment. Mais je te l'ai dit tantôt, on possède notre histoire et nos erreurs à 100%. Puis ça, c'est la seule chose que j'ai de différent au final de d'autres compagnies similaires. C'est ça, c'est moi à 100%. C'est comme ça qu'on se différencie. Puis Ben oui. c'est exactement comment est-ce qu'on a débuté le podcast. C'est à travers ton authenticité, ton histoire, puis les personnes. Vraiment, je me rappelle, comme je disais off-cam, je disais, hey, Samuel Baudry, pourquoi est-ce que je le connais et je le suis depuis si longtemps? C'est parce que j'ai acheté en fait son petit pot. Son petit pot, je me rappelle peut-être pas 100% du branding, à quoi il ressemblait, mais je me rappelle en fait de Samuel et de son histoire qui m'avait apporté en fait à découvrir ce produit-là. Sam, je te remercie énormément du temps que tu nous as loué jusqu'à présent. Puis avant qu'on se quitte, j'aurais 2 questions assez importantes pour toi. Ben, assez importantes, c'est sûr que moi, je vais les poser, fait que je crois qu'elles sont importantes. Ben mais oui. j'aimerais ça en fait que tu me partages qu'est-ce que pour toi un super dad? C'est une bonne question. Moi, je pense vraiment qu'un super dad, c'est quelqu'un qui va mettre énormément de temps, d'amour puis d'écoute à ses enfants. Je pense vraiment que, je l'ai dit tantôt, la vie va tellement vite. C'est facile, puis je le vis quotidiennement, de revenir fatigué du travail. Puis mes enfants sont là, puis ils veulent jouer avec moi. Puis ça m'arrive des fois de faire comme, hey, pas là, ça me tente pas. Là. Puis après ça, j'y pense un peu, puis je suis comme, hey, il y a un jour où est-ce que mes enfants ne voudront plus rien faire avec moi parce que c'est juste la normalité des enfants qui vieillissent, qui veulent leur indépendance. Fait que pour moi, un super dad, c'est une personne, un papa qui va toujours mettre
c'est la priorité de ses enfants avant la sienne. Puis, je vais toujours le dire, il faut se prioriser aussi soi-même parce que j'aime cette analogie-là du masque à oxygène dans l'avion où est-ce que tu es censé mettre le tien en premier. Puis, ça a toujours l'air donc selfish, mais si tu ne te sauves pas toi-même, comment tu veux sauver les autres? Fait qu'au final, si je ne prends pas soin de moi, qui est moi, c'est en travaillant, en jouant au tennis, en ayant des shows de musique avec mes chums, des moments hors de la maison, comment est-ce que je peux être le meilleur papa, puis le meilleur chum, puis le meilleur fils, puis le meilleur boss. Puis tout ça, ça vient de par moi-même au départ. Fait que oui, c'est un peu contradictoire ce que j'ai dit de priorité à ses enfants. J'ai quand même quelqu'un qui, je pense, se met en deuxième, voire en troisième dans la vie de tous les jours, mais qui met quand même beaucoup de temps à trouver du temps pour soi-même aussi. Fait un super dad, c'est quelqu'un qui va prioriser ses enfants sans s'oublier à travers tout ça. Puis je pense que de là part le travail d'un papa qui est sain, qui est balancé, puis qui va réussir à créer des beaux petits êtres humains qui vont réussir aussi dans la vie. C'est un combat de tous les jours. En théorie, tout est beau, ainsi de suite. Je pense qu'il y a la déconnexion qui se passe, puis tu as bien expliqué à travers de la nuance. Tu te dois de te prioriser. Tout le monde, on va tout le temps, tous les pères, il n'y en a pas un, en fait, que j'ai jamais entendu dire qui va mettre ses enfants en deuxième, mais pour être capable de mettre ses enfants en premier, il doit être capable de prendre soin de lui. Oui. La dernière question. Ta vie va se finir à un certain point, on l'espère, dans très longtemps. Comment est-ce que tu veux que tes enfants se rappellent de toi après ton départ? C'est une bonne question. Puis ça revient quasiment à ce que j'ai dit par rapport à ce que je pense qu'il y a un super dad. C'est vraiment, j'espère que mes enfants vont voir. J'ai pas besoin d'une tape dans le dos ni rien de la part de mes enfants, mais j'espère qu'ils vont comprendre à quel point je les ai aimés comme un malade mental, dans le sens où je pense que tous les pères aiment leurs enfants. Les pères, des fois, ont différentes façons de le montrer. Les mères aussi, mais des fois, les pères, tu sais, je suis un père qui est très cajole beaucoup, beaucoup de bisous, beaucoup de je t'aime, puis encore ça, je vais le perdre un jour aussi, mais j'ai été élevé dans cette abondance-là d'amour, donc je la donne à mes enfants au maximum. J'espère qu'ils vont voir l'ensemble du temps que j'ai mis pour eux autres aussi, puis que je veux continuer à mettre au maximum. Fait que pour moi, c'est juste, comme je l'ai dit, je veux pas qu'ils se sentent comme si leur père n'a pas été présent durant leur vie ou durant leurs moments difficiles. Puis de tout ça, j'ai pris la décision d'être entrepreneur, mais j'ai pris la décision d'être papa aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment super important que le moins possible dans ma vie, mes activités professionnelles empiètent sur mes activités personnelles de famille. Donc, des matchs de soccer ou des matchs de hockey, des tournois de ski, des lifts pour des amis, des fêtes, des voyages. Je veux pas que mes enfants se disent « Ouais, on faisait des belles affaires quand on était jeunes, mais papa n'était pas là. » Puis je suis très confiant que je vais réussir à accomplir ça parce que, je l'ai dit tantôt, c'est ma priorité. Puis oui, j'aime travailler énormément. Je suis passionné par ce que je fais. Puis peut-être que dans 10 ans, on va se parler, puis je vais être à un autre projet que Mindblow peut-être aussi. Mais la réalité, c'est que jamais je vais passer un de ces projets-là avant mes enfants. Merci encore une fois, Sam, du temps que tu nous as alloué aujourd'hui, d'avoir partagé ton histoire et ton expérience de vie à travers l'authenticité et la transparence. S'il y a des personnes qui s'intéressent face à tes produits, face à ton histoire, face à ton parcours, qui veulent en savoir davantage sur toi, t'écouter, t'entendre, te suivre, où est-ce qu'ils peuvent aller te trouver? Samuel Baudry sur l'ensemble des plateformes. Le podcast Ordinaire, qui est mon podcast qui parle de sujets atypiques, un show variété qu'on parle autant de business que de sujets vraiment qui sortent de l'ordinaire au quotidien. Sinon, Mindblow Energy, fait que ma compagnie de boissons énergisantes, qu'on est sur les différents réseaux, autant des plateformes anglaises que des plateformes françaises. Mindblowenergy.com pour commander ou différents points de vente à travers le Québec aussi. Fait que voilà pour me retrouver sur les réseaux. That's it. Donc, merci encore, Sam, puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. C'est un autre épisode du podcast Devenir un super dad. Et sur ce, à très bientôt. Salut.